Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du krach oublié, donc un krach parmi tant d'autres dans l'histoire, mais celui-là, il a été particulièrement oublié, si bien que lorsqu'on parle de krach ou de crise financière, celui-ci ne fait pas du tout référence, mais pour autant, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous partager à quel point il a énormément cristallisé de peur et d'angoisse et à quel point la dégringolade de l'ensemble des actions a été violente. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager d'où ce krach oublié vient, où cela s'est-il passé, pourquoi y a-t-il eu un tel krach et que sont donc devenus les marchés à l'issue de ce krach. Donc voilà, donc je vous partage tout ça sur le PC, je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors ce fameux krach oublié, pour le retrouver, il faut remonter au début des années 80 et ça s'est passé en France. Donc à l'époque, il n'y avait pas de CAC 40. Le CAC 40 veut dire cotation assistée en continu donc par des ordinateurs, puisque le CAC 40 il est né en 1987. Donc au début des années 80, il n'y avait pas ça. Donc en fin de compte, les transactions se faisaient avec des agents de change qu'on peut voir ici en photo avec des calepins qui notaient en fin de compte les différents ordres à passer. Ils se réunissaient autour d'endroits qu'on appelait les corbeilles sur différentes places. Donc en France, la place principale c'était la bourse de Paris et puis tout autour vous avez des bourses régionales qui avaient à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, etc., etc. Et l'événement qui a initié ce krach qui est oublié, c'est celui-là. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Donc vous l'aurez compris, le krach oublié, il est lié à l'élection de François Mitterrand le dimanche 10 mai 1981. Et donc le lendemain, le lundi 11 mai, la bourse étant ouverte, c'est effectivement le krach. Donc à Paris, au Palais Brongniart, les horaires étaient normalement 12h30 à 14h et voici ce qui s'est passé. J'ai remis un extrait de l'article des Échos en archive sur le net. Donc le 11 mai 1981, donc dès le début de la matinée, les ordres de vente ont afflué dans les charges des agents de change et donc à 13h au lieu de 12h30 au Palais Brongniart, lorsque résonne le coup de cloche d'ouverture de la séance avec une demi-heure de retard, c'est la panique. La quasi-totalité des valeurs sont incotables au-delà de la limite de 7% communément admise. Il faudra attendre le lendemain pour que le marché commence à s'équilibrer entre 10 et 20% en dessous des cours pratiqués le vendredi précédent, donc avant l'élection. Alors un autre journal qui est paru tout de suite après l'élection donc de François Mitterrand, c'est le journal des finances qui évidemment titrait à la une la bourse prise de panique tente de se ressaisir. Donc j'ai retrouvé aussi ici des extraits sur internet, donc c'est bien mis aussi que le lundi, sous l'afflux d'ordres de vente, il y a seulement 10 sociétés qui ont pu être cotées, tout le reste a été réservé à la baisse. Le lendemain, une nouvelle chute qui permet à ce moment-là à 80 sociétés françaises d'inscrire un cours avec une chute à peu près de 12%. Et puis donc au total, plus de 40 valeurs ont chuté de plus de 30%, parmi lesquelles BIS, Eco, Matra, compagnie bancaire, CTLM, etc. Donc voilà l'ambiance dans cette semaine un petit peu apocalyptique pour la bourse qu'il y a eu juste après l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. Et pour avoir une idée de l'ampleur du krach qu'il y a eu au mois de mai 1981, j'ai repris un article de David Lebris qui est un enseignant-chercheur en finance qui enseigne à Toulouse, qui écrit plusieurs articles sur le marché financier en France, et donc il a dressé des données en fait qu'il a montées lui-même sur le marché financier en France depuis 1854 jusqu'à 2008, et donc il a classé les plus fortes variations mensuelles en termes d'années. Donc on peut voir que par exemple lors de subprime on était à moins 15%. Vous avez le mois de mai qui arrive à moins 32%, qui est donc le pire mois boursier jusqu'à 2008. Alors moi j'ai fait le calcul avec le Covid de 2020, on est à peu près effectivement sur une période comme ça. Sur le mois de mars 2020, on est quelque chose vers moins 30%. Donc voilà, donc effectivement on peut dire que le mois de mai 1981 en termes de krach
a vraiment énormément surpris par son ampleur. Et j'ai repris ici, toujours pareil, à partir des données de David Lebris, un graphe en fin de compte du CAC 40 qu'il a reconstitué. Il a reconstitué un indice qui est l'équivalent des 40 plus grosses capitalisations boursières avant 1987, puisque le CAC 40 a été créé le 31/12/1987. Vous avez ici la valeur en fin de compte de l'équivalent du CAC 40, 79-1981. Ici, les gens étaient plutôt confiants la veille de l'élection, puisque Valéry Giscard d'Estaing, qui était le concurrent de François Mitterrand, était plutôt donné vainqueur. Et lors, en fin de compte de l'élection, on est arrivé jusqu'à une dégringolade pour arriver jusqu'à un point bas à peu près à l'été 1981. Et pourquoi est-ce qu'en fin de compte les gens ils ont eu peur? Parce que tout simplement il y avait 110 propositions très orientées anticapitalistes, notamment création d'un impôt sur la fortune qui était basé sur le patrimoine. Il y avait des communistes qui arrivaient au gouvernement et ce n'était pas arrivé depuis 1945. Et vous avez un programme de nationalisation d'industries, de banques privées, chimie, sidérurgie, armement, etc. Je vous ai mis ici la liste que j'ai retrouvé sur Wikipédia des sociétés qui ont donc été nationalisées. Donc vous avez tout le secteur industriel, là vous avez une quarantaine de banques. Alors la suite du crack de 1980, c'est quoi? Bah tout simplement ça fait ça, c'est-à-dire qu'avec le gros crack de l'été 80, avec ici le point bas en petit 1, jusqu'à l'été 1987 à peu près, vous avez du plus 400%, c'est-à-dire c'est assez incroyable, ça fait du 30% par an. Alors je ne vais pas faire ici de politique et parler du tournant de la rigueur sous le gouvernement Mauroy, etc. Mais il y a eu une inflexion dans la politique en fait du gouvernement de Mitterrand qui a énormément plu au marché, d'où cette performance qui est assez incroyable de 30% par an pendant 6 ans pour ce crack méconnu. Alors en conclusion, mai 81, c'est bien l'un des cracks les plus violents sur la bourse française, puisque que ce soit dans les publications académiques de façon quantitative ou que ce soit dans les ressentis qu'on peut voir dans les journaux, effectivement on était bien sur une cristallisation d'un certain nombre de peurs, d'angoisses qui font qu'on a débouché sur un crack qui est particulièrement violent. Il y avait probablement un mélange de peurs et de fantasmes qui tournaient autour l'Empire soviétique qui allait contrôler la France, donc ça on le retrouve aussi dans des écrits de l'époque. Il faut aussi se replacer dans l'époque où en 1981, avec la guerre froide, l'Empire soviétique avait une emprise et un affrontement par rapport au capitalisme qui était beaucoup plus puissant que ce qu'on peut avoir comme représentation mentale dans nos années 2020-2022. Il y avait aussi probablement cette notion qui revient régulièrement quand il y a des cracks et de la politique, c'est que c'est la fin du capitalisme. Alors là, c'était isolé à la France. Et pour la petite histoire, Bernard Arnault, qui est donc actuellement le patron de LVMH, à l'époque, en 1981, il était jeune entrepreneur de 32 ans à Roubaix. Il était patron d'une société qui faisait plutôt du BTP et de la promotion immobilière. Et ben lui, il est parti aux USA, puisque lorsqu'il a vu qu'il y avait le programme de nationalisation qui se déroulait, qui s'enquillait, il s'est dit c'est pas possible, on va pas pouvoir travailler et développer du business dans ce pays, il faut que je parte. Donc tout ça c'est détaillé dans ce livre qui s'appelle L'Ange Exterminateur, qui est la biographie autorisée de Bernard Arnault. Donc entre parenthèses, c'est un bouquin que moi je vous recommande. Et au final, c'est toujours pareil quand il y a des cracks, on sait jamais quand ça finit, mais c'est toujours après qu'on voit bien qu'il y avait un fond du trou, un rebond violent, puis en fait au final après c'est reparti, mais c'est toujours après que l'on sait qu'il fallait y aller à l'achat. Alors là, quand on voit ce type de graphe, forcément on se dit, c'est évident, c'était dans cette période-là que ça avait tellement baissé que en fait il y avait sûrement quelque chose de formidable à se faire, ce qui est effectivement arrivé, puisque je vous rappelle, après les cours là, ils ont fait x5 en à peu près 6 ans. Bon, pour autant, le news flow de cette époque était sûrement pas très tendance pour aller acheter des actions en bourse, mais c'était bien ce qu'il fallait faire. Mais ça, c'est comme toujours, on le sait qu'après. Bon voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo sur le crack oublié. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous êtes encore là, ben c'est que cette vidéo a dû vous plaire. Alors je vous invite à ce moment-là à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas louper mes prochaines publications. Je suis aussi le rédacteur d'une newsletter mensuelle qui est dédiée à la bourse, qui est dédiée au stock picking sur Euronext. Donc si vous voulez recevoir cette newsletter et puis tous les trucs et astuces que je publie, ben, n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette newsletter. Donc barre de description, le lien, vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous recevez automatiquement mes publications. Bon voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!